Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière intervention dans la bulle French Care. Donc, vaste sujet que nous allons aborder ensemble avec mes deux intervenants. Merci à eux d'avoir accepté de participer et de nous informer sur ce sujet. Donc, notre sujet, c'est comment la santé peut-elle réussir sa transition écologique. Donc Marie Kernec du Shift Project va vous faire une introduction et un état des lieux de l'impact environnemental des industries de santé. Et ensuite, Pierre-Frédéric Degon de la société Abbott va témoigner sur le parcours de recyclage du freestyle livré. Et je conclurai en quelques mots. Donc je vais tout de suite donner la parole à Marie Kernec. Eh ben, merci beaucoup, merci pour cette invitation et cette opportunité de partager avec vous nos travaux. Donc moi, je suis directrice de EHESP International et je suis collaboratrice du Shift Project. C'est avec cette casquette que je suis là ce soir. Alors, en 2021, on a travaillé un rapport qui s'appelle « Décarboner la santé pour soigner durablement ». Et c'est la première fois en fait, qu'on faisait un bilan carbone du système de santé français. On a regardé ce qui existait chez les voisins. Les Anglais avaient pas mal travaillé le sujet déjà. Le NHS avait fait plusieurs bilans carbone, dont le dernier début 2021. Et les Anglais montraient que le système de santé anglais représentait 5% de leurs émissions nationales. Le dernier bilan carbone qu'ils ont fait montrait aussi qu'ils avaient réussi à réduire les émissions carbone de leur côté au fil des années, notamment sur l'énergie et sur les gaz anesthésiques, parce que les sociétés savantes d'anesthésie ont vraiment été pionnières en la matière. Ça fait des années qu'elles travaillent sur ce sujet, et notamment sur la baisse de l'utilisation du gaz desflurane, qui a une émission très forte. Donc on est parti sur ce travail. On a commencé par cerner le périmètre santé en prenant bien sûr tous les acteurs hospitaliers et de ville. Et puis on a regardé ce qui existait en termes de bilan carbone d'établissement. Alors les bilans carbone d'établissement étaient censés être obligatoires pour certaines tailles d'établissements depuis 2012, la loi Grenelle. Et en réalité, peu étaient faits. Et quand ils étaient faits sur le scope 1 et 2. Or, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, le scope 3, c'est 80% du sujet. Les scope 1, émissions directes, scope 2, électricité, et puis tout le reste, c'est le scope 3. Donc on a pris ce qui existait, on a fait des extrapolations, on a regardé aussi les produits de santé. Et là, il y avait des publications, on va dire 70-80, des publications produits qu'on a trouvées dans la littérature, mais pas suffisamment pour agglomérer. On est reparti donc des données de consommation de l'adresse et on a multiplié par des facteurs d'émission de l'ADEME qui étaient très similaires à ce que les Anglais avaient fait. Et on a trouvé donc que le système de santé français génère donc des émissions qui représentent 8% des émissions nationales. Donc c'est pas rien. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est intéressé à ce sujet en tant que Shift Project, alors le Shift Project, je pense que vous connaissez, mais c'est un think tank qui regarde une économie post-carbone au travers de tous les pans de l'économie. On s'est intéressé à la santé pour ces histoires de résilience. Est-ce que le système peut faire face à une pression accrue par le changement climatique? C'est un système qui est très dépendant des énergies fossiles. Et puis, il y avait aussi ce côté no harm qui est au cœur des soins. D'abord, ne pas faire de mal. Et donc, se dire qu'un système génère 8% d'émissions qui vont avoir des répercussions en termes de santé, évidemment, ça nous pose problème. Alors, on a proposé certaines mesures, donc une feuille de route d'une trentaine de mesures. Et puis, il y a 2 ans, c'était pas tellement un sujet. Maintenant, ça le devient et tout le monde s'en empare, et tant mieux. Mais il y a 2 ans, c'était quand même une poignée de pionniers qui s'y intéressaient. Des mesures transversales et puis des mesures sectorielles. Alors, en transversal, on encourageait une politique nationale et un leadership national. Donc, depuis, ça s'est mis en route et on a une belle feuille de route depuis mai de cette année.
On encourageait la formation, la sensibilisation à tous les niveaux, parce qu'en réalité, quand on a compris le sujet, on se met en action. C'est très difficile d'avoir compris le tableau et puis de rien faire. Et les soignants sont particulièrement sensibles au sujet. Investir dans la recherche, hein, ça c'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup finalement de décisions qui sont contre-intuitives, et notamment quand on arrive à des stratégies de produits, des stratégies de parcours de soins. Et on se dit, bah, ça va être beaucoup mieux. Il faut vraiment le faire dans le détail et creuser le sujet avec des ACV adaptés, des bilans carbone adaptés. Et puis la prévention, bien sûr, et je terminerai par ça, la prévention essentielle, parce que in fine, on a besoin de toute façon de réduire la consommation en santé aujourd'hui. On a besoin d'investir dans la prévention et d'avoir un système moins hospitalo-centré. Donc les mesures transversales, des mesures qui concernent les autres postes d'émission, je ne vais pas toutes les citer là. Donc les postes d'émission principaux dans ces 8%, ce sont les produits de santé, 50%, donc les médicaments, les dispositifs médicaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est ressorti et qui ressortait également chez les Anglais. Le deuxième poste d'émission, ce sont les transports, puis l'énergie, les bâtiments et l'alimentaire. Donc je ne vais pas détailler toutes les mesures pour transport, énergie, bâtiment, alimentaire. Tout est publié sur le site internet, donc vous pouvez tout trouver. Je vais essayer d'approfondir les produits de santé, puisque c'est 50% de l'équation. Et les produits de santé, il y a deux sujets. Il y a l'utilisation que l'on en fait, et puis il y a les chaînes de production. Alors l'utilisation, on a vu évidemment la consommation de produits de santé augmenter de façon importante, avec d'une part l'augmentation de la population et son vieillissement, l'augmentation des maladies chroniques que l'on génère nous-mêmes par nos comportements. Et d'autre part, on a vu en 25-30 ans exploser l'usage unique, qui n'existait pas avant ou très peu. Donc ça, c'est le risque zéro, c'est tous les scandales que l'on a connus dans oui, il y a une trentaine d'années. Et d'autre part, donc c'est la chaîne de production. Et la chaîne de production en 25-30 ans, elle a été énormément internationalisée. Donc il y a 25 ans, 80% des AMI du médicament étaient fabriqués en France. Aujourd'hui, c'est 20%. Et 80% sont fabriqués en Chine, en Inde et dans d'autres pays. Un interne du CHU de Reims qui s'appelle Gabin Momal a fait sa thèse en suivant un kit d'injection intravitréenne. Donc c'est un petit ustensile d'usage unique qu'on ouvre et qu'on met à la poubelle tout de suite dans un bloc. Et il a chiffré que ce kit faisait 220 000 km autour de la planète. En fait, c'est ça, c'est que ces chaînes de production sont devenues folles, absurdes quand on est extérieur. Elles ont suivi des logiques qui n'étaient pas, qui étaient des logiques de paradis fiscal, des logiques de pays où la réglementation environnementale était moins forte. Et aujourd'hui, évidemment, ça pose des vrais problèmes et c'est compliqué à détricoter. Alors, évidemment, deux grands types de mesures également en lien avec ce constat. D'une part, réduire la demande. Donc ça, c'est ce qui est le plus facile, je dirais, parce qu'on a quand même de la marge. Moi, j'ai été directrice d'établissement MCO en France. Il y a du gaspillage partout. Il y a du gaspillage dans les médicaments qui sont vendus et non utilisés, qui vont finir au mieux chez Cyclamed, au pire dans les eaux usées. Il y a du gaspillage dans les périmés des établissements, dans tous les services, dans tous les blocs. On sort des périmés en permanence. Il y a du gaspillage sur les plateaux techniques où on va ouvrir des dispositifs usage unique et puis on les jette. On ne les a pas utilisés, mais au cas où. De surconsommation en nombre de gants qu'on va mettre les uns sur les autres. Great Ormond Hospital à Londres a réduit de 40% sa consommation de gants simplement en suivant les textes. Donc il y a un vrai travail à ce niveau. Le deuxième sujet pour réduire la demande qui est tout à fait passionnant, c'est ce qu'on appelle les éco-soins. En fait, c'est la pertinence des soins, tout simplement, qui est au cœur des pratiques de soignants et de médecins. La pertinence des soins, c'est faire la meilleure qualité possible
mais l'éco-soin, faire la meilleure qualité possible, mais en consommant le moins possible. Donc c'est le juste soin. Il ne s'agit pas de revenir sur la qualité, c'est la même qualité, mais est-ce qu'on peut faire aussi bien en consommant moins? Et on voit que les sociétés savantes se sont vraiment emparées de ce sujet et que la plupart maintenant travaillent à cette logique en revoyant les parcours de soins et en se posant ces questions. On voit des très beaux travaux. Alors, j'ai parlé de l'ASFAR pour l'anesthésie. Bon, le CERES encourage les différentes sociétés savantes et fait le lien entre elles. La dialyse, par exemple, a fait un super boulot. La société savante de néphrologie, ils ont produit un guide qui s'appelle la dialyse verte. Donc, le nombre de dialysés en France, dans le monde, est en très grande augmentation. Et c'est une activité extrêmement consommatrice d'eau, d'énergie, qui produit des déchets et qui aussi nécessite un transport important pour les patients. Donc un travail tout à fait remarquable pour optimiser toutes ces consommations. Je citerai aussi l'immunologie. Alors ça, j'avais trouvé ce travail fantastique. Ils avaient repris et puis c'est toujours, ce sont toujours des personnes qui portent les sujets. Ça vient du terrain et ça devient un projet stratégique dans un deuxième temps. Mais l'énergie, elle vient du terrain. Immunologie, des PH, notamment une de Bordeaux, avait repris le parcours d'immunologie. À chaque étape, s'était posé la question, est-ce qu'on peut faire aussi bien en consommant moins? Est-ce qu'on a besoin de refaire 2 cross-matchs à ce niveau-là? Est-ce qu'on a besoin de conserver à moins 80 degrés ou on peut conserver à moins 60 degrés? Et toutes ces étapes ont été questionnées et finalement, il y avait moyen de faire aussi bien en consommant moins. Donc, de nombreux exemples, je ne vais pas tous les citer. Les établissements aussi s'emparent du sujet. Je parlais du CHU de Bordeaux. Il y a eu une initiative remarquable avec un guide des unités durables qui est tout à fait fantastique, où tous les services se sont posés la question de faire aussi bien en consommant moins. La PHM, par exemple, est dans une dynamique d'établissement à un niveau stratégique tout à fait remarquable. Mais la plupart maintenant des établissements sont dans cette dynamique et c'est vraiment très, très chouette à voir. Je reprends 2-3 notes. Et puis, il y a un sujet qui est aussi très important, c'est l'optimisation de la distribution. Ce n'était pas un sujet jusqu'à il y a peu de temps. Il y a 22 000 officines en France, 2500 PUI, donc les pharmacies hospitalières, et les allers-retours, des camions vides avec des grandes boîtes vides et une petite boîte à l'intérieur. C'était la norme, 3-4 approvisionnements par jour pour les officines. Bon, ça, c'est des choses qui sont plus acceptables et c'est en train d'être vu et ça avance. Dans le packaging aussi, il y a tout à refaire en termes de polystyrène, de plastique, de couches et de surcouches. Donc, ce sont des sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps. En termes donc de décarbonation de la chaîne de production, ça passe par la relocalisation. Donc, il y a eu des annonces de relocalisation de 50 chaînes de production pour 50 médicaments essentiels. Donc, il faut que ça se fasse, bien sûr. Mais c'est important, essentiel, également en termes de souveraineté sanitaire. Donc la démarche est lancée. Voilà, maintenant c'est clair que ça prend du temps. L'éco-conception, il faut arriver à revenir quand c'est possible à du réutilisable, revoir les kits usage unique qui ont été conçus pour que ce soit facile. Donc tout est dedans. En général, on a besoin d'une pièce et puis on jette tout le reste. Donc il y a des tas de choses qui peuvent être revues. Et ça, l'éco-conception, ce sont les industriels qui travaillent main dans la main avec les professionnels pour arriver à faire des produits qui soient plus logiques en termes d'environnement, qui soient réutilisables et qui soient aussi recyclables jusqu'au bout de la chaîne. Et on va avoir un excellent exemple. Rendre possible le reprocessing. Donc là, on rentre dans du détail technique, mais c'est important parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Le reprocessing, c'est le fait de pouvoir réutiliser des DM qui ont été conçus en usage unique seulement. Donc certains, parce qu'en 25 ans, il y a eu des nouveaux DM qui se sont développés et certains n'existent qu'en usage unique. Et c'est le cas, par exemple, des cathéters de cardio. Donc les cardio ont fait pas mal de bruit, une tribu dans le monde, etc. en disant le risque zéro, c'est gentil, mais quand j'ai plus de cathéter, le risque, c'est 100% pour le patient. Donc, d'autres pays permettent ce reprocessing. Il n'y a pas de raison que la France ne le permette pas progressivement.
Donc on avance là, il y a une volonté d'expérimentation, c'est encore frileux, mais on avance. Et bien sûr, tout ça, toutes ces avancées doivent être poussées et sont poussées par les prescripteurs, par les acheteurs. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une harmonisation de l'évaluation des produits. C'est-à-dire qu'il y a toute forme d'évaluation possible. Je parle trop? Je suis désolée, j'ai presque fini. Il y a toute forme d'évaluation possible, les empreintes carbone, les ACV complets. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais globalement, à un moment donné, il va falloir se dire, OK, si on veut bien évaluer les produits, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quels critères, que tout le monde soit d'accord, et sur la méthodologie pour calculer ces critères. Donc, par exemple, carbone, eau, toxicité, parce qu'il y a aussi des produits de santé qui comportent des perturbateurs endocriniens, des substances CMR, etc. Donc, il y a des groupes de travail en cours, mais ça va être essentiel. Arriver à un score comme dans l'alimentaire, hein, où progressivement les uns et les autres s'y retrouvent et en tout cas ont confiance. Et ce travail est en cours. Et puis, on espère bien sûr que ces données puissent être intégrées dès les AMM, dès les marquages CE en amont de la chaîne. Bon. Avec toutes ces mesures, on a calculé que néanmoins, le Shift a calculé que néanmoins, on n'arrivait pas à nos objectifs, les objectifs que poursuit le Shift, qui sont de rester dans les accords de Paris. On n'arrivait pas à diminuer les émissions carbone de 80%. Et ce qui nous fait dire qu'il y a besoin en plus d'un vrai changement de paradigme, comme on le disait, de shifter vers beaucoup plus de prévention, beaucoup plus d'investissement dans la prévention et assez rapidement. Et c'est là que j'ai fini. Et c'est là que que vous rentrez en scène, parce que on a besoin vraiment d'encourager, une fois que toute cette théorie est donnée, on a besoin d'encourager des solutions opérationnels qui commencent à se développer un peu partout pour cette prévention, pour tous ces flux logistiques de dispositifs médicaux dans les établissements, pour toute la capacité à réutiliser, pour des systèmes d'alerte, pour partager les médicaments, les DM qui vont périmer. Donc tout ça, il y a des premières choses qui existent, mais il y a vraiment beaucoup de choses à développer et je veux dire en termes de solutions opérationnelles. Merci. Désolée. Merci beaucoup Marie pour ce tableau et ces nombreux exemples. Et donc moi, je vais passer la parole à Pierre-Frédéric qui va nous parler de son produit Freestyle Libre et comment il intervient pour participer à la transition écologique de son dispositif médical. Hop, je tire un tout petit peu le fil pour éviter que tout le monde ne tombe. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Pierre-Frédéric Degon, je suis directeur des affaires gouvernementales pour Abbott France. Donc merci BPI, merci Big pour l'invitation. Je vais essayer de vous résumer le projet qu'on appelle Easy to Collect, qui est un projet phare chez Abbott. Donc Abbott, c'est un industriel de la santé présent un peu partout dans le monde et on a des activités dans le domaine du diagnostic et des dispositifs médicaux. Donc on est évidemment extrêmement concerné en tant que metteur en marché de nombreux produits de santé que vous utilisez tous les jours, sans le savoir, pas forcément. Et donc quand je suis arrivé, je me suis dit, il y a écrit en énorme sur toutes les banderoles Big, fierté, soyez fiers de vous. Je pense qu'on peut dire qu'on est fiers de nous chez Abbott. Parce qu'il y a 7 ans, on a créé ce projet Easy to Collect, alors qui est devenu une réalité seulement il y a 2 ans pour les patients, parce qu'il nous a fallu 5 ans pour accoucher sur le plan réglementaire, sur le plan de la mise en œuvre effective industrielle. Donc, quand on se lance avec des initiatives de terrain, ça peut être très long. Il faut beaucoup d'ambition, beaucoup d'engagement. Parfois, on est désespéré, mais on a bon espoir que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de voir que ce projet fonctionne. Il est même agréé par l'État. Je vais revenir dessus. Je vais vous parler en fait de ce petit dispositif. Alors, je ne vais pas faire la promo du produit parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est le Freestyle Libre. C'est un dispositif de mesure de la glycémie pour les patients atteints de diabète. Il y a près de 600 000 Français aujourd'hui qui sont équipés de ce dispositif médical. Et comme Marie l'a montré, aujourd'hui, on en fait des lingots de cuivre. Voilà. Donc on arrive en réalité à maîtriser de bout en bout la chaîne, parce qu'évidemment, on est producteur, metteur en marché. Et surtout, on s'est intéressé à la question de la fin de vie de ce produit, qui aujourd'hui ressemble à un petit lingot de cuivre. Alors je vous rassure, on a des plus gros lingots de cuivre. Mais la slide d'avant est importante parce que quand on a mis sur le marché en 2017 ce produit,
très vite est venue la question de la fin de vie, puisque le principe en France et même en Europe, c'est pollueur-payeur. Et donc, on a ce qu'on appelle en droit français la REP, donc la responsabilité élargie du producteur. Donc la REP nous a un peu hanté parce que si on écoutait, si on regardait les textes de droit français, notre REP signifiait que ce capteur devait aller à la poubelle, c'est-à-dire dans les ordures ménagères. Or, dedans, j'ai une pile en argent, j'ai de l'électronique, j'ai de l'or, j'ai du zinc, j'ai du cuivre. Évidemment, c'est absolument pas satisfaisant. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, il faut trouver une solution. On a fait la tournée de tous les acteurs de la gestion des déchets en France. Et tout le monde nous a dit, votre dispositif, il est tout petit, on ne sait pas comment le collecter. La performance de recyclage à la sortie, on n'en est pas très sûr. Bref, on n'a pas de solution. Pas de solution, c'est juste pas possible. Parce que là encore, on était convaincus qu'on ne pouvait pas mettre ce capteur dans une poubelle qui allait être brûlée, parce qu'évidemment, ça n'avait pas de sens. Tout ceci, c'était il y a 5-6 ans. Donc, on n'était pas encore dans l'agenda que vous mentionnez. Et quand je vois que le shift est monté en puissance depuis 2 ans, nous, ça avait déjà 7 ans qu'on était un peu dans le désert en train d'essayer d'expliquer. On cherche une solution, mais il n'y en avait pas. Quoi qu'il en soit, notre REP, on s'est dit, finalement, on va créer un système dédié, un système uniquement pour notre capteur de glycémie. Donc, on était voir le ministère de la Santé au début qui nous a regardé avec des gros yeux en nous disant « Ouh là là, non, ça c'est pas possible, parce que les dispositifs médicaux, c'est des filières particulières, c'est dédié, ça doit être brûlé. » D'accord. Mais on était assez convaincus qu'il ne fallait pas le brûler. On est allé voir le ministère de l'Environnement qui nous a dit on ne sait pas trop, il n'y a pas de filière dédiée, il n'y a pas de texte. Ok, pas de problème. Mais on avait quand même quelques anges gardiens, des éco-organismes qui connaissent, donc vous savez qui sont ces organismes collecteurs de déchets en France. Et certains nous ont dit allez voir certains ingénieurs qui travaillent sur la problématique des métaux rares, des déchets d'équipements électriques et électroniques, parce qu'il y a une très belle expertise dans la région de France et vous trouverez peut-être quelques idées. On prend le TGV, on monte à Lille. Et là, on tombe nez à nez avec une équipe dans une entreprise qui s'appelle Terra Nova Développement, donc TND, et qui a eu l'idée de co-construire avec nous un dispositif de prise en charge de ce device, de ce DM, de bout en bout, pour pouvoir lui trouver une deuxième vie, j'ai envie de dire, à travers son recyclage quasi intégral, puisqu'on revalorise 98% des métaux qui sont dans le capteur, et qui ensuite sont distribués dans différents partenaires, type Nexans dont on parlait sur les câbles, parce que pour faire des câbles, il faut du cuivre, donc nous, ça tombe bien, on en a. Il y a certains autres dispositifs qui vont dans les fameuses gigafactories dont on entend parler, là, qui sont en train de se mettre en place du côté de Dunkerque. Et bien oui, ils ont besoin de terres rares pour faire les batteries, donc les voitures électriques de demain. Et donc toutes ces petites filières viennent nourrir ces industriels qui ont besoin de métaux. Alors la slide d'après, pour revenir très rapidement, bon, le capteur, vous l'avez vu, c'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €. Donc, c'est pas évident à appréhender d'un point de vue collecte, on va dire, massive. Donc, vous voyez à droite, voilà, il y a la description du dispositif. Donc, il y a une fraction plastique. Je peux revenir aussi sur la fraction plastique, parce qu'au début, on n'avait pas de solution pour le plastique. Et entre-temps, les réglementations s'est renforcées. Et il se trouve qu'en plus, on avait lancé le projet, évidemment, de R&D sur la partie plastique, parce qu'on était là aussi pas satisfait de se dire que le plastique allait être brûlé. Donc bref, on a aussi lancé des travaux de R&D qui vont plutôt dans le bon sens sur le plastique. Quoi qu'il en soit, le début, c'était trouver une solution pour la partie métallique. Et si on va à la slide d'après, on est allé voir un très bon partenaire que tout le monde connaît, le fameux partenaire de confiance, qui est tout jaune, comme Big, c'est La Poste. Puisque La Poste nous a dit, moi je suis prêt à monter avec vous une filière de collecte, parce qu'aller chercher chez 600 000 patients en France ces dispositifs, c'est pas si simple, parce que ils n'ont pas forcément l'habitude. Il a fallu créer évidemment des campagnes d'information, de sensibilisation sur le geste, parce qu'il faut aller toujours éduquer les patients, les consommateurs. Donc La Poste a été et est toujours un très grand partenaire, puisque c'est grâce à la boîte postale qu'on a tous au coin de la rue qu'on peut réussir à collecter ces dispositifs. Donc ça a résolu mon problème assez naturellement. En plus, ça intègre les Outre-mer, donc c'est génial parce que j'ai toute la France, la métropole et les Outre-mer qui sont concernés grâce au réseau postal. Moi, en tant qu'industriel, qu'est-ce que je fais? Je donne une enveloppe gratuite au patient. Alors, il peut l'obtenir via son médecin, via son pharmacien, via les sites internet d'Abbott qui sont dédiés. Et l'enveloppe, on a conçu un système avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement dans lequel on dit aux patients, une fois par an, vous mettez tous vos capteurs parce que c'est un capteur de glycémie que vous avez sur la peau pendant 14 jours. C'est un DM à usage unique. Donc oui, il y a toujours cette problématique de se dire on n'en a pas un, par exemple, pour 12 mois, on en a un pour 14 jours. Sauf que 14 jours, un dispositif médical collé sur la peau, je peux vous dire que c'est un record déjà en termes de longévité et pour qu'il se maintienne sur la peau.
On va faire mieux parce qu'on sait qu'on peut faire encore plus dans la durabilité du produit, mais déjà, on est à 14 jours. Donc, si vous faites vos calculs, 14 jours, globalement, c'est 2 par mois. Et la convention avec l'assurance maladie, c'est 26 capteurs par an. Donc, un patient, il a une toute petite boîte à chaussures, globalement, ou un petit sachet de 26 produits qui, chaque année, partent dans l'enveloppe, arrivent sur le site, donc qui est dans les Hauts-de-France, à Quesnoy-sur-Deuil, petite ville de la métropole de Lille. Et à Quesnoy, nous, c'est notre nouvelle capitale du recyclage, puisque c'est là où tous les freestyle libres, aujourd'hui, arrivent en France. Et ensuite, rentrent dans un processus où, évidemment, il y a zéro manipulation, dans le sens où les enveloppes ne sont pas ouvertes, elles sont directement mises dans un automate qui, évidemment, s'assure de la pesée, parce qu'il faut, évidemment, tracer et contrôler qu'il y a bien le bon poids dans les enveloppes. Et une fois qu'on a tous ces indicateurs, ça part dans le four, un four dédié qu'on a construit, qui a été cofinancé avec le soutien de BPI, avec l'ADEME, la région Hauts-de-France, qui ont soutenu le projet. Et c'était pas une mince affaire parce qu'on était en temps de Covid quand on a fait ça. Il a fallu trouver un fournisseur français qui sache faire un four dédié. Je peux vous dire qu'on a passé quelques heures. Je rappelle que notre métier, c'est pas de faire de la métallurgie. On est quand même fournisseur de dispositifs de santé. Donc on est devenu un peu ingénieur métallo. On a réussi à obtenir notre four et aujourd'hui, le four fonctionne et vous permet d'avoir, après un système de pyrolyse et catalyse, on arrive à séparer les métaux dans des anodes et à la sortie. Alors là, je vous ai amené un tout petit lingot, mais on arrive à faire des plus gros et qui ensuite sont revendus sur tous les acteurs de la filière. Alors plutôt Hauts-de-France parce qu'on est en proximité, on se dit c'est naturel. Il y a des acteurs qui sont intéressés pour obtenir ces métaux précieux ou semi-précieux et ça repart, j'ai envie de dire, dans l'économie. Voilà. Ça paraît bête. Ça a mis 7 ans à être construit. Ça paraît simple, mais c'est très complexe parce que, comme vous l'avez dit, il faut une initiative de terrain parce que ça s'est construit par le terrain. Et le moment où, j'ai envie de dire, le moment où le ministère de la Santé, assez étonnamment, parce qu'au début, c'était pas forcément le plus engagé sur ce genre de questions, ils ont assez vite compris qu'il y avait quand même quelque chose à faire parce que justement, ce concept de santé globale où on se dit, pour bien soigner les gens, il vaut mieux quand même qu'ils vivent dans un climat à peu près apaisé. Alors ça, c'est pour la bulle verte de là-bas. Mais une fois que la santé nous a dit go, la DGPR, donc la Direction générale de la prévention des risques au ministère de l'Environnement, a tout de suite accompagné l'émergence de ce projet, qui est vraiment un ovni en France. Et c'est toute la complexité, c'est parce que c'est un peu nouveau. On n'a pas idée qu'un industriel puisse prendre toute sa responsabilité de bout en bout, parce que généralement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles adhèrent à des éco-organismes, et ce qui est normal, parce qu'elles sont dans un principe de mutualisation, et c'est tout à fait acceptable et normal. Mais nous, on s'est dit, en réalité, on ne peut pas se limiter à ça. Et justement, parce que, comme vous le disiez, si c'est ça l'objectif et les outils, c'est très bien, mais ça ne va pas nous emmener là où on doit aller, c'est-à-dire encore plus loin. Donc, on s'est dit, on va faire une REP dédiée, une REP augmentée, c'est-à-dire qu'on se dit, maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur la fin de vie de notre produit. Très souvent, les entreprises vont adhérer à des éco-organismes, elles n'ont pas forcément la connaissance ou la maîtrise de qu'est-ce qui se passe après. Moi, je peux vous dire, tout ce que j'ai dans mon capteur, je le connais par cœur maintenant de bout en bout, entre le début de sa vie et la fin de sa vie. Et on a appris énormément, évidemment, sur toute cette réglementation environnementale. Et quand je vois ce que vous disiez, et quand je vois dans le PLFSS aujourd'hui, sur toutes les évolutions, sur les DMA usage unique, sur le fait de faire plus que ce qu'on est capable de faire, moi, je suis très à l'aise. Parce qu'en fait, nous, on s'est déjà frotté depuis 7 ans sur la réglementation environnementale. Et en fait, il y a énormément de champs d'investigation et des champs de développement pour les entreprises. A priori, ça fait très peur, mais en réalité, c'est largement faisable. Voilà. Donc, je vais en terminer par là. Et on est très fiers de nous, aujourd'hui, à Big. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Frédéric. Merci beaucoup, Marie. Il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans l'audience ? Est-ce qu'il faut donner un micro, peut-être, pour la question ? J'ai un siège qui couine. Du coup, j'imagine que vous êtes pionnier dans le monde, puisque c'est un produit mondial. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives C'est une très bonne question. Aux US, ils avaient un dispositif, le Take Back Programme, qui est à peu près dans l'esprit, qui est arrivé après le nôtre, mais nous, en tant que Français, on est assez fiers du nôtre parce qu'on estime que le leur n'est pas très performant sur le plan impact carbone et évaluation. Mais c'est pas grave, ils sont déjà lancés dans une démarche sur certains États, notamment en Californie. Et ce qui est très encourageant pour nous, en tant qu'Européens et Français, c'est que dans tous les autres marchés, je pense notamment la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils regardent avec grand intérêt ce qu'on fait.
Alors, avec toutes les réflexions de se dire, faut-il mutualiser le site de Lille pour toute l'Europe ou pas? Mais on se dit, c'est peut-être pas évident parce que c'est pas forcément le mieux en termes d'impact carbone de faire venir des capteurs de Sicile ou de Grèce à Lille. Donc, bref, ça voudrait dire qu'il faudrait dupliquer ce type de système en Europe. Mais ça demande des évolutions réglementaires que je n'imagine même pas qui seront très, très lourdes. Je vois que la sonnette a retenti. On peut encore prendre une question si vous avez. On va se faire censurer. Merci pour vos présentations. Par rapport à l'accompagnement pour la réutilisation d'EDM, dans le nouveau réglementaire MDR au niveau européen, il y a un article qui fait mention de la réutilisation d'EDM. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce que c'est assez contraignant? Est-ce que ça peut permettre de bouger les choses justement dans la réutilisation d'EDM? Je pense que c'est bien, on est sur la bonne voie. Je pense qu'il va falloir encourager, inciter, voilà, un peu plus. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, mais le point que vous mentionnez quand même sur la certification, le marquage CE pour les dispositifs médicaux est quand même majeur parce que typiquement, quand on s'attaque sur la question, par exemple, des emballages, c'est du marquage CE. Donc, comment vouloir... Enfin, on peut et il faut se lancer dans justement l'évolution, par exemple, des emballages, mais ça veut dire reprocess de certification. Donc, ça veut dire quand même du temps dédié parce que c'est très long un marquage CE et ça de plus en plus long. Et c'est très coûteux aussi pour les entreprises. Donc, à la rigueur, une grande boîte comme Abbott, elle peut se permettre. Des petites boîtes, c'est des vrais sujets qu'il faut vraiment adresser. Et là, il faut peut-être le soutien de BPI. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus nous écouter. Merci à Marie Kernec du Shift Project. Merci à Pierre-Frédéric Degon pour ce témoignage. Et BPI France, nous avons des solutions de financement pour vous aider à appréhender le sujet de la transition écologique dans vos entreprises, mais également pour développer des solutions d'innovation. Donc, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou aller sur le site internet BPI France où il y a des diagnostics, des carbonactions, la communauté du coq vert climat, les pionniers. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.